Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Gouvernement et syndicats ne sont pas prêts de s'asseoir à la même table pour parler retraite. Au-delà des chiffres sur le nombre de manifestants, les images et les photos racontent la même histoire. Il y avait du monde dans la rue hier. Moins de grévistes certes, mais plus de manifestants. 1 200 000 au moins. Ça a défilé partout et parfois pour la première fois. On ne va pas devoir de signes partout, mais les habitués l'ont constaté eux-mêmes. Il y avait beaucoup de petits nouveaux. Reportage dans le cortège parisien, Clément Barguin. Des jeunes, des retraités, des salariés du public et du privé, une diversité de profils qui surprend Jean, fonctionnaire territorial syndiqué à la CGT. C'est un habitué des manifestations. C'était important de faire mieux qu'il y a 10 jours. Je pense que c'est réussi aujourd'hui. Il y a effectivement beaucoup de collègues qu'on ne voyait jamais en manifestation qui sont venus. Des nouveaux manifestants comme Edith, technicienne de laboratoire. À 57 ans, c'est la première fois qu'elle fait grève. C'est la première fois que je fais une manifestation. Hein. Oui, c'est la première fois. Quand on me dit qu'il faut que je travaille 2 ans de plus, ça fait beaucoup, 2 ans. Sandra, elle non plus, n'était pas descendue dans la rue le 19 janvier dernier, mais cette fois-ci, cette psychologue a décidé de battre le pavé. J'ai senti que c'était le jour où il fallait être dans la rue pour clairement faire comprendre que non, on est contre cette réforme. Tous les deux employés dans une entreprise privée d'informatique, Nadia et Eric n'ont jamais connu une telle mobilisation. Sur 1000 salariés, on était 800 en grève. Les gens en fait ont pris conscience que ça concernait tout le monde. C'est un acte solidaire. C'est un acte citoyen d'être là dehors. Et tous prévoient déjà de participer aux prochaines manifestations la semaine prochaine. Un reportage dans le cortège parisien, Clément Barguin. Manifestations qui se sont déroulées dans le calme. Très peu d'incidents constatés, une cinquantaine d'interpellations au total à Paris, Rennes et Nantes. Les syndicats déterminés à faire reculer le gouvernement, ils appellent donc à 2 nouvelles journées de mobilisation la semaine prochaine. Un bras de fer désormais bien engagé, c'est à qui reculera le premier. Conférence de presse hier soir au siège de Force ouvrière. La secrétaire fédérale de FO, Patricia Drevon, a pris la parole au nom de l'intersyndicale pour annoncer non pas une, mais 2 nouvelles journées de mobilisation. Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement le mardi 7 février, puis le samedi 11 février, pour dire non à cette réforme. La secrétaire confédérale de Force ouvrière, Patricia Drevon, hier soir. Le gouvernement ne veut rien céder et tente de serrer les rangs. On ne fait pas une réforme pour être populaire, assure le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini. Et pour rappel, la réforme doit arriver dans l'hémicycle lundi prochain, 7h03 sur Europe 1. Nous sommes le 1er février, jour marqué par une série de hausses. Les péages, plus 4,75% en moyenne. Tarifs réglementés, l'électricité, plus 15%. Augmentation, et ça c'est une bonne nouvelle, du taux du livret A. Il passe à 3%. Oui, c'est toujours ça de prix, même si ça ne compensera pas l'inflation. 6% sur un an. 55 millions de Français possèdent un livret A. Imaginez un peu, Dimitri, sa rémunération est passée de 0,5 à 3% en un an. Résultat, Barthélémy Philippe, eh bien, les banques voient les clients se précipiter pour placer leurs économies. Oui, avec les fêtes, le mois de décembre est généralement peu propice à l'épargne. Et pourtant, la collecte nette du livret A s'est élevée à près d'1,5 milliard d'euros sur cette période. Un chiffre inédit depuis 10 ans pour un mois de décembre. Bien sûr, il y a l'inflation qui pousse les Français vers l'épargne de précaution, mais l'attrait pour le livret A s'explique aussi par les récentes hausses de taux. Il y en a eu 3 depuis le 1er février 2022 et chaque revalorisation s'accompagne de dépôts exceptionnels sur les livrets des épargnants. Plus de 6 milliards d'euros en janvier 2022, juste avant la hausse du 1er février, ou encore 4,5 milliards d'euros en août dernier quand le taux a doublé de 1 à 2%. Au total, les Français détiennent 55 millions de livrets A pour une épargne cumulée de 375 milliards d'euros. L'encours moyen d'un livret A s'élevait à 5 800 euros fin 2021, soit environ un quart du plafond autorisé. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. À 7h04, une bataille politique parfois en cache une autre. Autre dossier sensible après les retraites, le projet de loi immigration est présenté ce matin au Conseil des ministres. Augmentation des expulsions d'un côté et octroi d'un titre de séjour pour les métiers en tension de l'autre figure au rang des principales mesures. Projet de loi dénoncé par la gauche et les Républicains, ce qui rend l'utilisation du 49.3 probable, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, Jacques Serret. Oui, car là aussi, l'exécutif n'est pas du tout assuré d'obtenir une majorité de voix avec une majorité relative. Tout dépend là encore du vote des députés républicains et à ce stade, c'est loin d'être gagné. Je voterai contre ce texte, a déjà fait savoir le patron des LR, Éric Ciotti, de la difficulté pour Emmanuel Macron de continuer de jouer la carte du en même temps, comme lors du précédent quinquennat. Le durcissement des règles d'expulsion des étrangers en situation irrégulière prévu par ce projet de loi
effraie la gauche, mais est jugé insuffisant par la droite. Quant à la mise en place d'un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier censé rassurer la NUPES, les Républicains y voient là le spectre d'une régularisation massive. L'équilibre semble impossible à trouver et l'exercice conduire tout droit l'exécutif vers un échec, à moins qu'un nouveau 49.3 ne soit actionné. Pour éviter d'en arriver là, selon nos informations, Gérald Darmanin est prêt à accéder à une grande partie des demandes des Républicains. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La hausse spectaculaire de la délinquance en France l'an dernier, les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur sont alarmants. Presque tous les indicateurs sont dans le rouge. Augmentation spectaculaire des cambriolages notamment. Ils explosent dans 7 départements du Grand Ouest, plus 40%. Et point complet sur ces chiffres tout à l'heure dans le journal de 8h. Faire plus pour l'Ukraine. La France va livrer 12 canons César supplémentaires aux forces de Kiev. Ce qui fera 30 obusiers au total. Paris va envoyer 150 soldats français en Pologne pour former les militaires ukrainiens. Quelques-unes des annonces à l'issue de la rencontre entre le ministre de la Défense Sébastien Lecornu et son homologue ukrainien à Paris. Les deux hommes ont tenu une conférence de presse commune pour se féliciter de cet engagement. Sur les canons César, la France avait fait un premier don de 18 unités. Et effectivement, je viens de vous confirmer l'envoi de 12 canons nouveaux César dans les semaines qui viennent. Nous sommes désormais sur une masse qui n'a rien de négligeable. Le matériel qui est fourni par la France nous aide à nous rapprocher de notre victoire. Dans la résistance de l'Ukraine, le soutien qu'offre la France, le président français, le gouvernement français et le peuple français est extrêmement important pour nous et nous en sommes très reconnaissants. Et confirmation aussi d'un sommet Union européenne-Ukraine, ce sera vendredi à Kiev. On a vu ces petites phrases hier du ministre de la Défense ukrainien qui, à propos des livraisons de F-16 que refuse pour le moment Joe Biden, le ministre dit « Oh, vous savez, au début, la réponse est toujours non, puis c'est on verra, et finalement, on nous dit oui. » Voilà, donc il est patient. Allez, c'est la sortie événement au cinéma de ce début d'année. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Réalisé par Guillaume Canet, un film à très gros budget, 65 millions d'euros, mais il a dû respecter un cahier des charges très précis, les précisions de Marie Giquel. Des irréductibles gaulois auxquels on ne s'attaque pas si facilement. Les personnages d'Uderzo, l'écriture de Goscinny, ses anachronismes, ses jeux de mots et ses références à l'actualité. C'est quoi Obélix? On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi? Des légumes. Des légumes. Le réalisateur Guillaume Canet a dû respecter une charte. Heureusement, j'avais le soutien de Hachette et des ayants droit et de Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, et de Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, et qui ont été extrêmement précis sur les notes qui pouvaient sortir des versions collées à une certaine réalité, à une certaine actualité, mais de rester propre à l'ADN en fait de ces personnages. Un scénario très ficelé, peu de place à l'improvisation, une intrigue en Chine déjà tranchée par les producteurs et l'éditeur Hachette. La recette magique d'Astérix respectée va-t-elle profiter à Guillaume Canet ? Pathé Film, qui finance en grande partie le 9e long métrage français le plus cher de l'histoire, espère attirer au moins 6 millions de Gaulois en salle. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Voilà, partout à Tis, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est l'événement ciné de ce début d'année. Alors on reparlera avec Laurie Choleva et puis l'entretien avec Guillaume Canet à retrouver en longueur sur europe1.fr et dans votre appli Europe 1. Merci beaucoup Christophe Lamar. 7h09, tiens on reste à la page cinéma dans un instant. Nicolas Duvauchel, le comédien, est l'invité d'Europe Matin pour sa nouvelle série. Ça paraît vendredi sur Prime Video. Ça s'appelle Cœur Noir. À tout de suite. Dimitri Pavlenko.